Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un honneur de venir ici parce que j'ai dû juste faire quelques centaines de mètres puisque mon institut se situe à quelques centaines de mètres. C'est l'Institut Pasteur de Lille. Et donc je vais vous présenter les effets du dérèglement climatique sur les maladies infectieuses. Juste pour commencer, le dérèglement climatique, nous y sommes déjà. J'ai repris une image de The Economist, c'est une revue anglaise, britannique, qui est sortie le mois dernier, et qui montre de façon très visuelle, en images, le changement de température qu'on assiste depuis 1850, depuis la période industrielle, le début de la période industrielle, jusque maintenant. Et on voit vraiment un pic depuis le début du XXIe siècle, avec une couleur rouge de plus en plus intense, qui montre que nous sommes vraiment rentrés dans l'ère du changement climatique. Ce changement climatique n'est pas sans conséquences pour notre environnement, qui a également des conséquences sur notre santé. Et aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement des problèmes de maladies infectieuses, parce que les changements de l'environnement vont également affecter les maladies infectieuses. De quelle manière? De différentes manières. D'une part, parce qu'on va assister à des événements de plus en plus d'événements extrêmes. Les événements extrêmes peuvent conduire à des pluies intenses qui peuvent conduire à des débordements de matériel contaminé dans les réservoirs de consommation, ce qui implique des contaminations conduisant à des gastro-entérites d'origine bactérienne, virale ou parasitaire. Ça va également affecter les maladies vectorielles. Environ 17% des maladies infectieuses sont d'origine vectorielle, c'est-à-dire transmises par des arthropodes, des insectes, des moustiques, des acariens, ou alors des mouches également. Et donc ces animaux sont des animaux à sang froid, sont des animaux dont le métabolisme va dépendre fortement de la température extérieure et de l'hygrométrie. Et donc avec l'augmentation des températures extérieures et l'augmentation de l'hygrométrie, ces animaux vont potentiellement proliférer davantage et les agents infectieux qui transmettent également. On estime qu'environ 63% des maladies infectieuses qui touchent les humains et les animaux domestiques sont particulièrement influencées par les modifications climatiques, particulièrement en Europe. Donc ça peut, bien sûr, l'influence des changements climatiques peut être variable d'un pathogène à l'autre. On distingue des effets plus ou moins faibles à très élevés, et ça va avoir des conséquences sociétales qui peuvent être pas très importantes, voire très élevées ou très sévères. Et bon, ici j'ai repris quelques exemples que je ne vois pas très bien d'ici parce que l'écran est relativement loin, mais disons que la maladie d'origine infectieuse qui a le plus gros effet sur la société et pour lequel il y a un gros impact du changement climatique, c'est la borréliose. Mais on distingue aussi d'autres maladies vectorielles transmises par des moustiques, notamment ou des tiques, des maladies virales essentiellement, la fièvre du Nil occidental ou le virus du chikungunya ou la dengue, qui sont des maladies qui commencent à apparaître chez nous. Bien sûr, il n'y a pas que le changement climatique qui va affecter ces maladies-là, parce que, comme je vous l'ai dit, notamment les maladies vectorielles sont affectées par différentes autres modifications dans l'environnement. On assiste également à de grosses altérations environnementales avec de la déforestation, l'urbanisation massive, qui vont également affecter ces maladies vectorielles. Donc il est parfois difficile de faire la part de ce qui est lié directement au changement climatique, de ce qui est la main de l'homme qui affecte son environnement de façon autre que simplement par l'augmentation de la température de la planète. Mais il y a également d'autres manières d'affecter ces maladies infectieuses par le biais d'utilisation d'insecticides, le biais d'utilisation de pesticides qui vont également modifier le cycle de vie des animaux, des insectes et des vecteurs, ou les antibiotiques qui vont affecter nos agents infectieux, et avec notamment apparition de résistance aux anti-infectieux. Il y a également, de façon plus large, il y a le commerce mondial, les échanges mondiaux, les transports en avion, parce qu'aujourd'hui on peut se déplacer d'un coin à l'autre de la planète en quelques heures, voire une
10, 20 heures, on peut faire quasi tout le tour de la planète. Et tous ces changements peuvent également affecter le développement de maladies infectieuses. Notamment, je vais prendre un exemple, le commerce de pneus qui nous viennent d'Asie, où on retrouve beaucoup le moustique tigre, a amené l'implantation du moustique tigre dans différents endroits de la planète, dont l'Europe, parce qu'en fait, les pneus constituent des endroits idéaux lorsqu'ils sont imbibés d'eau, enfin, lorsqu'ils ont accumulé de l'eau, pour la ponte et le développement larvaire du moustique. Donc, on a vu apparaître ce moustique tigre, Aedes albopictus, dans nos régions. Et un deuxième événement, c'est le voyage lié au tourisme, au voyage d'affaires, a fait qu'on a vu apparaître aussi des gens qui se sont infectés dans des pays lointains, par la dengue par exemple, ou le chikungunya, revenir en France. Et avec le terrain créé par la présence du moustique tigre, ont permis la transmission autochtone de ces infections virales telles que la dengue ou le chikungunya. Donc, juste pour parler des maladies vectorielles qui sont quand même la principale partie de ma présentation, comme je vous l'ai dit, environ 17% des maladies infectieuses sont d'origine vectorielle et ça représente environ 700 000 morts par an. Bien sûr, ça touche davantage les pays tropicaux que l'Europe, mais on voit apparaître quand même ces maladies infectieuses de plus en plus dans nos régions. Elles peuvent être transmises par des moustiques, comme je vous l'ai dit. Il y a pas mal d'infections virales transmises par des moustiques qu'on commence à voir apparaître. La dengue, par exemple, le chikungunya, comment vais-je dire, la fièvre du Nil occidental. Elles peuvent être transmises également par des tiques. Je vous ai cité déjà la borréliose, ou la maladie de Lyme, si vous voulez. Également l'encéphalite attique, qui est déjà présente depuis plus longtemps en Europe. Et également des moucherons, enfin le phlébotome, qui peut transmettre des maladies parasitaires telles que la leishmaniose, ou alors également des maladies virales liées à des bunyavirus. Donc, on a vu apparaître depuis une bonne dizaine d'années des maladies qui étaient considérées comme tropicales sur le continent européen. En effet, on a vu apparaître en 2007 les premiers cas de chikungunya en Italie, cas autochtones. Le chikungunya s'était développé au départ sur l'île de la Réunion, entre autres, et il y a eu pas mal de cas d'importation, et on assiste encore régulièrement à des cas d'importation et des cas autochtones, à quelques dizaines de cas, pas plus pour l'instant, mais qui peuvent s'étendre dans l'avenir avec le réchauffement climatique. On a vu apparaître également, en 2010, si je me souviens bien, la fièvre de la vallée du Nil dans les régions de Grèce et de Roumanie, alors que ces infections virales ne touchaient pas l'homme à l'époque et ne touchaient pas ces régions. Et ça, on pense que c'est dû à des modifications migratoires des oiseaux, parce que le réservoir principal de ces virus est la faune des oiseaux sauvages. Et d'ailleurs, ce virus est apparu déjà avant aux États-Unis, dans la fin des années 90, et c'est même pas mal répandu dans le continent nord-américain. C'est un virus qui, bon, bien souvent, ne conduit pas à de gros problèmes de maladie, mais dans quelques cas, lors de quelques pourcents, il peut induire des encéphalites, et il est d'ailleurs maintenant testé de façon régulière dans les dons de sang. On a vu apparaître également en 2010 les premiers cas de dengue autochtone en France, et aujourd'hui on a déjà accumulé quelques dizaines de cas de dengue autochtone, et pour l'instant on contrôle encore les populations de moustiques pour essayer de réduire ces probabilités de transmission de la dengue pour que le virus ne s'implante pas définitivement, mais ce n'est plus une question de comment, mais c'est une question de quand ça va arriver définitivement. Donc, l'influence du changement climatique sur les moustiques, ça va avoir, enfin sur les moustiques, sur les vecteurs, ça va avoir une influence sur leur cycle de vie, puisque les moustiques, comme je vous l'ai dit, sont des animaux qui ne régulent pas eux-mêmes leur température. Donc, si la température augmente et si l'humidité augmente, ils ont la possibilité de proliférer davantage. Ça va changer également le temps d'expansion des populations de ces vecteurs, puisqu'on assistera à des saisons chaudes plus longues, donc ils auront plus de temps pour se développer dans nos régions.
Également, les agents infectieux, comme ils dépendent du vecteur pour se multiplier, si le vecteur atteint des plus hautes températures, les agents infectieux, comme les virus entre autres, se multiplieront davantage et proliféreront davantage. Je vais prendre l'exemple du moustique tigre, Aedes albopictus, qui, il y a une quarantaine d'années, était complètement localisé dans les régions d'Asie du Sud-Est et qui, progressivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce au commerce international, s'est répandu sur tous les continents maintenant. Et en France, on estime que le moustique est d'abord apparu dans la région PACA il y a une petite quinzaine d'années, et puis c'est également en Corse, et il s'est développé dans un premier temps le long du Rhône, dans les départements le long du Rhône, et aujourd'hui, en 2019, on a 51 départements dans lesquels on retrouve le moustique, dont même les Hauts-de-France, donc on n'est pas du tout à l'abri. Bien sûr, les conditions ne sont peut-être pas encore tout à fait optimales pour que les virus transmis par ce moustique se développent à fond, mais avec l'augmentation continue de la température, on peut s'attendre à ce que dans quelques décennies, ces vecteurs seront plus adaptés à la transmission de ces moustiques dans nos régions. On voit également avec le changement climatique une augmentation de la capacité vectorielle des vecteurs, notamment des moustiques, puisque la capacité vectorielle, c'est d'une part la compétence, la compétence et l'aptitude naturelle du moustique à transmettre une infection, notamment une infection virale, mais également auquel on ajoute les conditions de température, d'humidité, les conditions écologiques qui permettent le rapprochement du vecteur de l'humain. Et on a assisté depuis les années 75 à une augmentation de l'ordre de 11% pour le moustique tigre, Aedes albopictus, et de environ 9% pour un autre moustique transmetteur de ces infections virales qui est Aedes aegypti, qui pour l'instant n'est pas encore dans nos régions, à part sur l'île de Madère où il a déjà transmis de la dengue, mais il n'est pas encore présent chez nous parce qu'il a des conditions beaucoup plus strictes d'adaptation climatique. D'autres infections virales, donc la fièvre du Nil occidental ou le West Nile, c'est également développé, je vous l'ai dit, depuis une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant en Europe. C'est développé essentiellement dans les pays de l'Est, en Roumanie, mais on trouve des cas également en France, notamment en Camargue, et ça touche l'homme et aussi les chevaux. Et on estime actuellement, l'an dernier, il y a eu plus de 2000 cas du virus West Nile en Europe, avec près de 200 cas mortels au total. Donc, dans les maladies transmises par des vecteurs, on distingue aussi des maladies transmises par des acariens, par des tiques, Ixodes ricinus notamment, et la principale c'est la borréliose. Vous connaissez sans doute lors de randonnées en forêt, les tiques, lorsqu'on marche jambes nues, s'accrochent facilement à votre peau et elles vous transmettent une maladie bactérienne qui est la borréliose ou la maladie de Lyme, qui est caractéristique par un érythème migrant, et ça touche environ 85 000 personnes par an en cas diagnostiqués, mais il y a probablement beaucoup plus de cas non diagnostiqués, étant donné que le diagnostic de laboratoire est aujourd'hui peu fiable, et seul le diagnostic clinique est assez fiable. D'autres maladies attiques, je vais parler ici juste brièvement du virus de l'encéphalite attique, qu'on retrouve essentiellement dans les pays d'Europe centrale et d'Europe du Nord, sont en train de se répandre également, dû à l'accroissement des populations de tiques, affectées elles aussi par le changement climatique, par les changements de température et d'humidité. Bien sûr, certaines régions risquent de devenir peut-être plus sèches, moins adaptées à certains vecteurs, tels que l'Espagne et le Portugal, où on risque peut-être de moins voir ce problème, étant donné qu'on a des régions beaucoup plus sèches. Mais les régions les plus humides, accompagnées de chaleur, vont voir une prolifération de pas mal de ces maladies vectorielles. Un autre vecteur est le phlébotome, c'est un moucheron, appelé également mouche des sables, qui transmet la leishmaniose. La leishmaniose, c'est une maladie parasitaire qui présente des manifestations cutanées ou viscérales. Et
c'est une maladie qu'on retrouve dans le pourtour de la région méditerranéenne et c'est une maladie également fortement influencée par le changement climatique, étant donné que le vecteur va proliférer davantage dans les régions chaudes et potentiellement humides. Donc, en plus des maladies vectorielles, je vous ai dit, il y a également tout ce qui est lié aux contaminations des eaux de consommation ou eaux de baignade. Et on voit apparaître une prolifération de certains types de bactéries dues au réchauffement climatique, notamment dans les zones d'estuaires ou les zones à faible salinité dans certaines mers, notamment la mer Baltique. Et notamment, on voit apparaître une prolifération de vibrions. Les vibrions sont considérés maintenant comme des marqueurs du changement climatique, puisqu'ils prolifèrent davantage avec le réchauffement des eaux, comme je vous l'ai dit, de faible salinité. Et on trouve aujourd'hui une augmentation, surtout dans les régions du nord de l'Europe, une augmentation de l'indice de prolifération de ces bactéries en fonction du réchauffement climatique, particulièrement dans la région de la mer Baltique, mais également dans certains estuaires, notamment au niveau de la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Pour terminer, de façon un peu plus anecdotique, pour l'instant en tout cas, on assiste également à un réveil potentiel de maladies infectieuses dans le pergélisol ou permafrost, dans le grand nord sibérien ou le grand nord européen. On a assisté, je crois que c'était en 2016, si je me souviens bien, parce que je n'arrive pas à lire d'ici, au réveil du bacille du charbon, qui avait tué un renne il y a 75 ans et dont les spores sont extrêmement résistantes. Et du fait du réchauffement climatique, ces spores se sont réveillées, ont contaminé un enfant de 12 ans, je pense, et qui en est mort et contaminé pas mal de personnes autour de lui, ainsi que des rennes. Je pense qu'il est temps que je termine. Donc, juste pour conclure, on est au courant maintenant que le changement climatique va conduire à l'apparition de nouvelles infections qui, au départ, nous étaient inconnues ou des infections résurgentes qui étaient potentiellement maîtrisées. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord avoir une meilleure surveillance des infections, une meilleure surveillance des vecteurs, avoir une vision assez globale, on dit maintenant One Health, c'est-à-dire en tenant compte de l'environnement des animaux, de la nature, en plus de l'humain. Également, il va falloir se préparer à de nouvelles approches thérapeutiques aussi, parce que pour la plupart de ces agents infectieux qui nous viennent de pays tropicaux, ces infections ont été particulièrement négligées pendant longtemps et peu ou pas d'anti-infectieux existent contre ces agents infectieux. Également, les vaccins seront importants à développer dans les années à venir. Voilà, je pense avoir tenu mon temps plus ou moins. Je vous laisse la parole. Jean Dubuisson, merci. Alors, c'est le moment.